Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà, donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DNJ. Donc, comme convenu, je viens te narrer la deuxième histoire. Pour ceux qui écouteront la première note vocale, c'est la même dame qui a raconté l'histoire de son professeur de philosophie qui voulait l'emmener dans l'occultisme. Donc, pour cette deuxième histoire-là, ça se déroule également à la même année et dans le même établissement. Mais contrairement à la première histoire, l'histoire débute en 2021, en classe de première, quand je suis en classe de première. Il faut savoir que je suis dans l'école dans laquelle j'étais dans cette province-là. C'est une école assez populaire et il y a beaucoup de femmes qui viennent vendre à la récréation des sandwichs et tout. Elles étaient au nombre de trois, je pense bien. C'était au nombre de trois. Et il y a une en particulier qui se démarquait parce que ce n'est pas courant dans une école. Elle vendait ce que nous, on appelle au Gabon les Nike. Les Nike, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le poulet au barbecue. Et voilà, tu assaisonnes bien, tu mets le piment, tu mets la mayo et tout. Vraiment, c'est très rare de voir ça dans une école. Donc, du coup, le choix était vite fait. Moi, j'achetais majoritairement les Nike à la récréation, je mangeais et tout. Et du coup, un jour en classe, je vais ressentir une petite faim. Il faut savoir que la dame ne vend pas que les Nike, elle vend également du pain, et particulièrement le pain au pâté. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, je vais me sortir de la classe, je vais demander la permission au professeur. Je vais sortir de la classe pour aller acheter vite un petit morceau de pain de 200 au pâté chez la dame. Et je vais venir en classe. Et je vais manger en cachette parce que j'avais vraiment faim. Quand je mets le pain dans la bouche, je sens un goût bizarre et tout. Mais j'insiste. Mais après que je me dis que mais ouvre un peu le pain là. Quand j'ouvre le pain, je me rends compte que le pain, il y a âme sensible s'abstenir, de la moisissure, mais vraiment pas un petit bout. Vraiment, le pain est rempli. C'est comme si c'était un pain en moisissure en fait. On voyait à peine le pâté. Je sens que c'est quoi ça? Je crache, je pars, j'essaie de rendre en fait. Et du coup, je repars vers la dame. Comme c'est une dame, comme je disais, je achetais constamment chez elle, donc je l'appelais Tontine. Du coup, je pars chez elle, je dis, ah, Tontine, regarde un peu le pâté et tout, il y a la moisie. Et là, elle me dit, sous un ton vraiment mélancolique, que qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas toi qui as mis ça? Je sens que, genre, je vais payer un pain, je vais avoir une moisissure mise de côté et je vais mettre dans le truc. En fait, je dis, non, je vais mettre ça comment et tout. Et là, elle me redonne mes 200 de manière vraiment, genre, à la jeter, quoi. À la limite, elle m'a jeté mes 200. Vu que j'étais en classe, je n'ai pas eu le temps. Vas-y, je suis partie. Et là, j'ai raconté à mes camarades, pas assez aux filles qui marchaient avec moi parce qu'on était un groupe de quatre. Du coup, j'ai raconté aux trois filles un peu ce qui s'est passé avec la dame et tout. Et moi, j'ai pris la résolution personnelle. Je n'ai pas demandé à mes copines de ne plus aller acheter chez elles. Moi, j'ai pris la résolution personnelle de ne plus acheter chez elles. Donc, depuis ce jour-là, je n'achetais plus chez elles. Mais je la saluais toujours, tantine, des trucs comme ça, en fait. Je la saluais toujours. Et elle était toujours souriante avec moi et tout. Elle n'avait jamais laissé paraître que, voilà, moi, je me suis dit que ce jour-là, elle n'était pas d'humeur. Et voilà, parce qu'une personne normale ne peut pas dire que j'ai mis la moisissure de moi-même, genre, qui se balade avec la moisissure, en fait. Personne. Donc, du coup, l'année se déroule en première. Voilà, je passe en terminale. Euh, je passe en terminale. Je vis des choses extraordinaires avec mon professeur de philosophie, comme je l'ai raconté dans la première note vocale. Et dans la même année, donc 2022, on est au baccalauréat blanc. On est au bac blanc et au bac blanc, il y a les femmes qui avaient pour accoutume de manger, plutôt de vendre.
elle n'était pas venue. Il faut savoir que la dame qui m'avait vendu le pâté en classe de première, elle reste dans l'établissement, ce qui fait qu'elle a la facilité de venir vendre à l'école comme, quand elle veut, comme elle veut en fait. Elle n'a pas de stress. Alors que les autres dames, elles sont éloignées de l'école. Donc, ce qui fait que ce jour-là, au bac blanc, elle n'était pas venue en fait. Elle n'était pas venue. Et du coup, il n'y avait que la dame des Nike. Et je me suis dit que c'est vrai que j'avais pris la résolution de ne plus manger chez elle, mais là j'ai faim et un ventre affamé n'a point d'oreille en fait. Et du coup, j'ai rempli la résolution que j'avais prise en 2021 de ne plus manger chez elle. Je suis repartie, j'ai payé les Nike. J'étais avec un de mes meilleurs amis et nous sommes allés nous asseoir, on a mangé. Mais avant de manger, j'ai pris le soin de prier. Comme je suis chrétien, j'ai pris le soin de prier sur la nourriture et tout. Et du coup, voilà, après avoir mangé, on retourne en classe, on fait l'épreuve et tout. À la fin de l'heure, dans les 18 heures, on commence à marcher pour se rendre à la maison. Et là, je commence, fou, comme une petite douleur dans le ventre, en fait. Une petite douleur dans le ventre. Moi, je me suis dit que vas-y, peut-être que c'est les menstrues qui sont en train d'arriver. Je ne m'attarde pas dessus. On marche, plus on marche, la douleur commence un peu à s'intensifier. Mais je banalise, je me dis que vas-y, c'est certainement parce que moi je ne souffre pas des menstrues douloureuses, mais pour m'annoncer que c'est en train de venir, j'ai pour accoutumer de ressentir quelques douleurs au niveau du bas-ventre. Donc du coup, je me dis que c'est ça. Je pars à la maison. Il faut savoir que ma mère, à ce moment-là, elle avait voyagé. Et vu que moi, j'étais en période de bac blanc, je ne pouvais pas préparer pour mon père et pour mon petit frère. Donc, ma maman avait confié la tâche de cuisine à sa meilleure amie. Elle venait déposer à manger, ce qui fait que quand moi je revenais de l'école, je mangeais et je me jetais sur mes cahiers. Et ce jour-là, elle avait préparé la queue. Du coup, j'ai mangé avant de me rendre à l'église. Il faut savoir que c'était un mercredi et chez nous, dans mon église, le mercredi, il y a culte. Il y a culte le soir. Du coup, j'ai mangé et en mangeant, la douleur s'intensifie vraiment. Ça s'est intensifié. Quand j'ai mangé la nourriture, ça s'est intensifié à tel point que pour me rendre à l'église, ceux qui me voyaient sur la route me regardaient de manière bizarre parce que je marchais comme une personne qu'on avait littéralement violée. Je n'arrivais pas à bien marcher. Je marchais courbée comme une maman qui n'a plus, une grand-mère qui n'a plus de quoi se tenir. Donc le dos, ça ne va plus en fait. Je marche parce que moi, sincèrement, peu importe les vents et les marées, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'aller à l'église. Rien du tout. Du coup, je pars et le culte n'avait pas encore commencé parce que moi, j'ai pour accoutumer également d'aller à l'église assez tôt. Donc, le culte commence à 18 heures pile. Moi, je suis allée à 17 heures dans les 30, dans les 40 comme ça pour essayer de parler avec mes sœurs et tout avant le culte. Et donc, du coup, je viens j'étais à une bonne distance de l'église et il y a une des sœurs de l'église qui a le don de vision. Et lorsqu'elle m'a vue, elle a crié, tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Elle a crié ça 3 fois. Mais j'étais en train de me battre pour marcher et tout, donc moi, je n'ai pas trop calculé et tout. Il y a une sœur qui est venue, voyant que je n'arrivais pas à bien marcher, il y a une sœur qui est venue me tenir pour me dire que, oh, tu as quoi? C'est donc je lui explique que, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression que ce sont les règles qui sont en train d'arriver et tout. Et là, elle m'emmène et tout. La frangine qui a la vision, là, qui a les visions, là, me regarde, elle me dit, tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Tu as mangé, tu as mangé, tu as mangé. Mais bon, pas le temps de m'expliquer, pas le temps d'aller plus loin. La réunion débute. Du coup, moi, je pars m'asseoir au fin fond de l'église, donc vraiment au dernier bon. Et pendant la réunion, vers la fin, comme ça, le pasteur, alors qu'on ne s'était pas vu, hein, parce que on rentre dans l'église avant que le pasteur n'arrive. En fait, le pasteur, c'est la dernière personne à arriver. Il ne m'avait pas vu, il ne savait pas que j'avais mal au ventre, il ne savait pas que je marchais d'une certaine façon bizarre. Du coup, avant la fin de la réunion, il va m'appeler par mon nom, il va dire, je dis ça toujours en mes mots, il va me dire un truc du genre, ce qu'on a voulu te faire et tout ça ne va pas marcher, viens à l'hôtel. Donc, de venir où il se tient là, où les pasteurs prêchent. Du coup, je vais m'agenouiller et il va prier pour moi. Et quand il va prier pour moi, je vais ressentir le besoin d'aller aux toilettes. Je vais ressentir le besoin de vraiment aller aux toilettes, vraiment aller aux toilettes. Et du coup, je vais me lever. Je vais courir pour aller aux toilettes parce que j'avais l'impression que je devais faire les selles devant les gens, en fait. Du coup, j'ai couru pour aller aux toilettes. Et j'ai vraiment mis du temps là-bas. Quand je pars aux toilettes, Seigneur Jésus, je vais uriner le sang, mais littéralement le sang. Le sang, bien le sang.
je vais mettre assez de temps là-bas parce que c'est pas comme ce sera pas comme des urines normales, genre tu pisses et 2 secondes, c'est vraiment le sang en train de couler, le sang en train de couler, le sang en train de couler. Je ne sais même pas la force que j'avais eu de ne pas crier en fait. Du coup, quand je vois que c'est bon, c'est terminé, je reporte mon sous-vêtement, je sors des toilettes. Et quand je sors des toilettes, le culte est fini. Il ne reste plus assez de monde. Il reste le pasteur, la sœur qui a les visions, quelques sœurs et quelques frères. Et c'est comme ça que en m'avançant, la sœur va répondre en disant, tu as mangé quelque chose, tu as mangé la nourriture d'une femme, tu as mangé la nourriture d'une femme. Et pour ceux qui suivent l'histoire, rappelez-vous, j'ai mangé la nourriture à l'école et j'ai mangé également la nourriture de la copine de ma mère. Du coup, moi, je vais lui répondre que mais j'ai mangé la nourriture de 2 femmes. Elle va dire que, et c'est là, elle va maintenant me narrer ce qui s'était passé en 2021. Elle va me dire qu'en 2021, en classe de première, tu avais mangé un pot pâté qui avait la moisissure et tu t'es allé vers la dame afin de reprendre ton argent. Mais cette dame-là, depuis ce jour, elle a noué une haine vis-à-vis de toi. Elle a noué une haine et elle s'était juré que le jour où tu allais revenir manger chez elle, tu allais lire l'heure. Il faut savoir que quand ça s'était passé, la dame et moi, on n'était pas devenus ennemis. Je la saluais toujours, je l'appelais toujours tontine jusqu'à ce que je ne mangeais plus chez elle. Donc c'est ce qu'elle va me dire. Et elle va aller plus loin, elle va me dire que ce que tu ressentais dans le ventre là, c'est le serpent. La dame quand tu es venu payer les Nike là, elle a parlé sur la nourriture afin de te rendre stérile. Je sens que Seigneur. Et que le serpent, d'après les plans de la dame, le serpent n'était pas censé bouger. Je n'étais même pas censé savoir que j'ai quelque chose dans le ventre. C'est parce que déjà j'ai prié et parce que je suis quelqu'un qui est en Christ, en fait. Sinon, le serpent n'était pas censé se manifester. Je n'étais pas censé ressentir même une quelconque douleur. C'est que il n'a pas trouvé d'endroit où se loger, ce qui fait qu'il bougeait, il bougeait, il bougeait. Et c'est ce que moi, je ressentais et tout. Je sens que vraiment, ce jour-là, j'ai pleuré. Pourquoi? Je sens que, mais ça, c'est quel malade mental, en fait. C'est toi qui me vends un truc qui a des moisissures et c'est toi qui te permet d'aller me faire des incantations. Il faut savoir que la dame en question, je vous ai dit qu'elle reste dans l'école, elle reste à côté des bambous de Chine. Et même avant que je ne vienne dans cette école-là, il y avait déjà des rumeurs dans la province qui disaient que dans les bambous de Chine, là, il y avait un gros boa, mais on ne le voyait pas. En fait, quand vous êtes en groupe, tu ne peux pas le voir, mais quand tu es seul, tu vas le voir en fait. Et c'est là où la fille va me dire que le serpent qui est là-bas, c'est son serpent. Le serpent qu'on parle dans la province, qu'il y a un serpent dans les bambous de Chine à l'école là, c'est son serpent. Et on va dire quoi, c'est le bébé serpent de son boa là qu'elle a voulu m'envoyer dans le ventre et que le sang que j'ai coulé aux toilettes, parce que dites-vous bien que quand je suis sortie des toilettes, je n'ai même pas eu le temps de leur raconter ce que j'avais eu aux toilettes en fait. La fille m'a directement clairement dit que tu es parti là-bas, tu as uriné, tout ce que tu n'as pas eu des selles, tu as sorti du sang et c'est le serpent en question qui est sorti. Ce serpent en question qui est sorti. C'est comme ça que je sens que, oh Seigneur Jésus. Et je vais bien évidemment, vu qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit dans la première histoire, le pasteur là, il est prof dans notre école. Et donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs élèves de l'école qui côtoient l'église. Donc, c'est comme ça que ceux qui étaient là de l'école, l'histoire est partie. Et moi aussi, je me suis bien chargée de raconter ça dans le groupe de la classe. Le lendemain, quand on arrive à l'école, il n'y a plus aucune trace de la dame en question. Parce que j'ai raconté ça à ma mère, j'ai raconté à ma mère. Ma mère, elle a dit qu'elle attend que ça devait être du sale en fait. Parce que ma mère, elle est gendarme. Elle a dit qu'on devait aller la ramasser. Donc, le lendemain, quand on arrive à l'école, ma mère devait venir aux environs de 12h et tout avec son équipe. Comme moi, j'arrive le matin à l'école à 7h avec mes camarades de classe et tout. Il faut savoir que les trucs comme ça va vite. Donc, presque toute l'école était déjà informée que voilà ce que la dame a fait à tel. Quand on arrive à l'école, il n'y a plus aucune trace de la dame. Ils sont partis comme des voleurs. Il faut savoir qu'elle vit avec son mari et ses 2 filles. La maison, la télé est restée. Les lits sont restés. Tout est resté. Ils ont fait genre disparition quoi. Disparition jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont plus jamais réapparu dans la ville. On ne sait pas où ils sont partis. On n'a jamais écouté on les a vus avec les sacs. Ils ont disparu comme ça. Donc c'est pour dire également aux parents et aux élèves de toujours prier lorsque vous mangez la nourriture des femmes qui vendent. Ce n'est pas tout le monde qui vend sa nourriture simplement. Et vraiment de vous tenir aux résolutions que vous prenez. Lorsque ton cœur t'a déjà dit ne mange plus la nourriture de tel, que peu importe les vents et les marées qu'il peut y avoir, ne mangez plus.
Parce que si je m'étais tenue à ce que j'avais dit que je ne vais plus manger sa nourriture, cela ne devait pas m'arriver. Et surtout également, si je n'avais pas prié et si je n'étais pas une personne en Christ, certainement le serpent là serait resté là. Et quand je me serais mariée, j'aurais pleuré, j'aurais accusé les parents du mari, j'aurais accusé mes parents alors que la source se trouvait à l'école. Donc, faisons très attention, le monde est vraiment dangereux. Donc, sur ce, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour ou bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Je vais te raconter mon histoire. Je suis un jeune homme d'une famille de 4 enfants et je suis le dernier né. Alors, mes grandes sœurs, elles sont toutes en mariage et moi, je me débrouillais à la maison encore. Je faisais de petits business, l'élevage et autres. Et quand j'ai commencé à faire l'élevage, j'étais tellement content de mon initiative que de temps en temps, je sortais dans la nuit pour aller voir les poussins dans le poulailler. Ça veut dire que j'avais lancé des poulets de chair et ils étaient petits. Les poulets d'un jour, j'étais passionné, j'étais tellement content. Tu entres dans un business, tu lances un projet, tu fais un projet dans la tête, tu conçois dans la tête et tu finis par lancer. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment beau. Et j'étais tellement content que je voyais ça grandir dans la tête, quoi. J'essayais de rêver, de voir grandir. Ce qui fait que parfois dans la nuit, je sortais, je partais vérifier les poussins. Je m'asseyais au poulailler pendant quelques minutes, 30, 45 minutes, à observer, à rêver, à me dire peut-être l'année prochaine j'aurai un poulailler comme ci, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 3 ans j'aurai un poulailler de telle taille, peut-être dans 4 ans je pourrais faire. Donc j'essayais de me projeter. Et j'avais pris cette habitude. D'entrer régulièrement au poulailler et de rester quelques instants avec les poulets. Une nuit, à peut-être 1 heure ou 2 heures, une nuit au milieu de la nuit, comme d'habitude, je suis sorti. Je voulais me diriger vers le poulailler. Mais il y a une force surnaturelle qui m'a empêché d'aller au poulailler. Comme si quelqu'un te tirait vers l'arrière et te disait n'y va pas, ne pars pas là-bas. Sauf que c'était une force interne, une force intérieure à moi qui m'empêchait d'aller au poulailler, qui me déconseillait, qui me dissuadait d'aller au poulailler ce soir-là. Alors je me suis arrêté à mi-chemin. Je suis allé uriner et j'ai fait demi-tour dans ma chambre. Sauf que quand j'ai fini, excuse-moi, d'uriner, malgré que j'étais dans la barrière, quand je me suis retourné pour rentrer dans ma chambre, le portail s'est ouvert derrière moi. DMG, excuse-moi, je ne saurais comment te dire, mais j'ai été empêché par cette même force qui m'avait dissuadé d'aller au poulailler de me retourner. Intuitivement, j'ai commencé à marcher très vite et à rejoindre ma chambre. Le portail s'est refermé et derrière moi, j'ai suivi des pas lourds, des pas très lourds, comme des pas de quelqu'un qui avait porté des talons, mais tu sentais que c'était un être extrêmement lourd. Les pas faisaient des bruits sourds et lourds, du genre coq, coq, coq. Ça, c'était le bruit des pas. Et moi, je suis entré dans la chambre, j'ai refermé la porte derrière moi et je me suis dit intérieurement, quoi que tu sois, si tu veux m'amener, tu vas porter cette maison avec moi.
Intérieurement, je me suis dit ça. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es, pour m'amener, si tu es là pour m'amener, tu vas porter cette maison avec moi. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas qui c'était, mais intuitivement, je me suis dit ça parce qu'une autre force s'était emparée de moi. Je n'étais plus moi. Une autre force me défendait. Alors, cette créature que je ne sais pas, peut-être quelqu'un va nous expliquer, quelqu'un va nous éclairer dans les commentaires de ce que ça pouvait être, parce que je me suis toujours demandé ce que ça pouvait être. Je ne sais pas si j'ai fait bien de me demander ce que c'était, mais je me suis toujours demandé ce que ça pouvait être. Alors, ces pas lourds qui étaient derrière moi sont venus et se sont arrêtés devant la porte de ma chambre. Et cet être est resté là au moins 3 à 5 minutes. Et ses pas ont recommencé à partir. Coq, 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 coq. Et est allé s'arrêter devant la porte du grand salon. Puisque j'étais dans une chambre et j'étais pas dans la grande maison. Et cet être est allé s'arrêter devant la porte du grand salon. Et puis les pas ont recommencé, coq, coq, et ils ont ouvert le portail. Cet être a ouvert le portail et est parti. Le matin, la voisine me dit, mais qui est entré ici dans la nuit avec des talons? Je lui dis, je sais pas. J'ai suivi des talons tout comme toi. J'étais même dehors à l'instant là. Mais je n'ai pas pu me retourner pour savoir ce qui était entré, ni pour voir ce que c'était. Mais je sais que c'était effroyable. Quand je t'en parle encore aujourd'hui, quand je raconte cette histoire aujourd'hui, j'ai encore des sensations bizarres. Parce que je sais que si je m'étais retourné ce jour-là, j'aurais été emporté. Et depuis ce jour, je déteste sortir dans la nuit. Déjà que je ne suis pas quelqu'un de noctambule, de nocturne et tout. Je suis quelqu'un de casanier. Je sortais pour une autre raison. Mais depuis ce jour, je déteste quand la nuit me trouve dehors. Parce que j'ai peur. Ça, c'était mon histoire à DMG. Je suis camerounais. Et je voulais faire part de cette histoire. Il y a des êtres qui partagent ce monde avec nous. Et parfois, rencontrer ces êtres pourrait être fatal. Merci DMG. J'espère que tu partageras l'histoire. Et je demande aux membres d'aimer, de liker et de partager pour faire grandir le réseau. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. J'espère que vous vous portez bien. J'aimerais que vous likez, vous commentez, vous vous abonnez pour ceux qui ne sont pas encore abonnés afin de soutenir le max de personnes possibles, de les sensibiliser. L'histoire se passe au Cameroun. Je suis un Camerounais. Durant tout le long de l'histoire, je vais être anonyme parce que, bon, entre guillemets, j'aime être caché, quoi. Donc, je suis un Camerounais, ingénieur en génie civil. Vous savez, comme dans tous les pays africains, une fois vous fréquentez et chercher chercher le travail, c'est pas assez évident, il faudra se battre et tout. Donc, après mon diplôme d'ingénieur, je suis allé dans la ville de Yaoundé, puisque je l'ai obtenu à Douala. Je suis allé à Yaoundé. Après Yaoundé, j'ai fait plusieurs demandes dans certaines entreprises, ça n'a pas abouti, même à Isacam, un peu de partout. J'ai dit, il faudrait que je m'entreprenne, c'est parce que je devrais entreprendre. J'ai commencé à ouvrir une page sur Facebook, faire des publications et tout, de ce que je fais, de ce que je sais faire, booster, quoi. Donc, de là, j'ai commencé à voir des personnes, parce que je faisais dans l'installation des logiciels et tout aussi, et les ventes des logiciels et tout, on fait un peu de tout, quoi. Donc, je commençais à avoir des clients qui étaient vraiment intéressés par ce que je faisais parce qu'ils voulaient beaucoup que j'installe le logiciel et tout.
Ce qui faisait que j'ai commencé à avoir plusieurs appels. Vraiment, vraiment, vraiment des centaines d'appels. Donc là, j'avais déjà des entrées, quoi. Oui, donc, eh bien, un jour, je reste avec une de mes tantes dans sa boutique. Un coup de fil, oui, allô, c'est vous, monsieur, tant, 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 tant. Je dis oui. S'il vous plaît, j'ai un projet. En fait, j'ai un frère qui a un projet de trois immeubles, un à Bafoussam, un à Douala et un à Yaoundé. Dans ma tête, je dis waouh, 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 waouh. Dieu est en train de me sourire là. Directement, comme ça, on m'appelle. Ah, merci Seigneur. Il me dit, mais pour cette raison, j'aimerais que vous vous rendrez à Bafoussam. Là, vous devez vous rendre à Bafoussam d'abord en cause parce que le monsieur, c'est un chef. Et ceci, cela, ceci, ceci. Donc, vraiment, le monsieur m'avait vraiment embobiné et j'étais très content. J'étais content parce que dans ma tête, je voyais déjà la réalisation de 3 immeubles. Et il disait qu'il faudrait que si on commence le projet, on doit d'abord commencer le projet par celui de Bafoussam parce que c'est le projet qui est à l'ouest et tout, et tout, et tout. Je disais seulement oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Étant un novice, bien sûr, parce que c'était ma première fois d'entendre un projet de trois immeubles. Et écoutez un peu, nous sommes déjà là dans les milliards, quoi. Donc, toute l'excitation, quoi, toute cette excitation m'a fait vraiment monter. Je raccroche, je suis fier. Il me dit qu'il va me rappeler le jour J et tout et tout. Déjà, premièrement, ma tante me dit fais attention. Il faudrait vraiment que tu te ressaisisses et tu demandes au Seigneur vraiment est-ce que c'est pour toi. Si ce n'est pas pour toi, ne force pas. Avec les gros airs, je dis non. Comment ça? Dans ma tête, je dis mais ma tante là, elle veut dire être jalouse comment? Moi, j'ai gagné un projet comme ça et tout, elle veut dire être jalouse comme ça, c'est quoi? Avec les histoires, vous connaissez entre parenthèses la famille, quoi. Je dis, dans tous les cas, peu importe ce qui va se passer, je ne vais plus lui dire. Parce que la manière dont elle commence déjà à me mettre les bâtons dans les roues là, imagine vraiment si je gagne le projet en question. Donc, lundi, le monsieur m'appelle. Il me fait comprendre que donc vous allez voyager samedi. Donc on compte lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi, samedi. Parce que samedi, il va rentrer, il faudrait que vous soyez là. Donc vous allez prendre la voiture, le bus, quoi. Yaoundé Bafoussam. Et vous arrivez très tôt le matin. Nous allons descendre à Tchang pour voir le site et vous allez causer quoi, tout ça, toute la réalisation des plans qu'il faut, la conception des plans et tout, pour les ingénieurs qui connaissent ce qu'il faut pour un bâtiment, quoi. Et tout et tout. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, puisque j'avais déjà ma petite structure, j'avais mon bureau et tout et tout et tout. Je lui ai même proposé qu'il faudrait qu'il voyage, il vienne me voir. Il a dit non, que c'est moi qui dois me voir. J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai dit ok, si c'est pour ça alors, je dois voyager avec un collègue ou un monsieur ou un partenaire, parce que ce genre de voyage, ça ne se fait pas seul. Il y a aussi le charisme et tout et tout. J'ai dit il n'y a pas de problème. Alors, je pars voir un ami, je lui fais part de l'affaire. Il dit seulement oui, 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 mais il dit ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas parce que il ne voit pas ça très clair. Je dis ah, ma tante me fait pareil, toi aussi pareil, il n'y a pas de problème. Et sans vous mentir, en ce temps, moi, je donnais cours. Je donnais cours à Polytech, Polytech de Yaoundé, pour ceux qui connaissent. Moi, je donnais cours de Polytech à Yaoundé. Je donnais cours à Polytech à Yaoundé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je finis de donner cours, je rentre, je prends une permission disant que je serai absent. Et du coup, je me lance. Je me lance. Pour vraiment rendre l'histoire courte, je me lance. Je pars, je coupe mon billet, je voyage en journée. Le jour, c'était samedi. C'était samedi. Non, c'était samedi. Vendredi, la nuit, je dis à ma tante que je vais voyager. Et elle me dit, ok, que Dieu te protège et tout, et tout, et tout, blablabla, patati patata, comme vous connaissez tous. Et samedi matin à 5 heures, je pars à Général. Général, je voulais prendre le bus de 5 heures. Très tôt le matin, très 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 tôt le matin. Vous connaissez les bus de Général. J'arrive, je coupe bien mon billet, mais le premier bus de Général part me laisser. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra attendre jusqu'au bus de 8 heures, du départ de 8 heures ou de 9 heures ou de 10 heures. J'ai fait des problèmes en général, j'étais fâché et tout. J'ai dit, mais vous savez ce que vous m'avez fait rater et tout et tout et tout. Ils ont dit, s'il vous plaît, monsieur, on s'excuse et tout. Mais j'avais déjà payé mon billet et tout parce que j'avais donné le rendez-vous au monsieur à 12 heures. Mais quand je calcule,
Le bus va quitter à 10h, dans le rendez-vous à 10h. Là, ça ne sonnait plus, quoi. Je commençais même déjà à pleurer. J'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui va se passer là? Non, j'étais dans les nerfs. J'étais dans les nerfs. J'ai dit, dans ce cas, moi, je vais toujours forcer et je vais essayer d'appeler le monsieur pour expliquer le monsieur. Sauf que le monsieur m'avait dit, il faudra vraiment que vous soyez là à 12h parce que mon oncle là, il n'attend pas, il a tellement de choses à faire. Il aimerait vous rencontrer, on signe le contrat et tout, on commence. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que je savais que, bon, vous savez, avec les heures des Camerounais, je vais l'expliquer qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Arrivé dans le bus, je prends le bus. À un certain niveau, il n'y a pas de réseau. Pas de réseau. Vous savez, à un certain niveau, quand vous voyagez de l'Ouest, il n'y a pas de réseau en fait. Il y a ces vendeurs ambulants qui viennent faire leur publicité dans les bus, les cars, là, les voitures. Qui soit sont les produits pharmaceutiques et en fait, tout genre de produits. Mais seulement le jour là, je pense que c'est le monsieur là qui m'avait vraiment sauvé la vie. Il arrive, il fait ses produits, mais seulement le produit là, c'était la poudre à canon. La poudre à canon, il a expliqué les vertus de cette poudre et tout, comment elle fait des forces surnaturelles, quoi. Elle sauve et tout. Il a dit, c'est comme si quand il parlait de moi, il a dit, vous qui entrez dans cette voiture, sans vous protéger et tout, vous partez dans les funérailles, dans plusieurs parties du monde. Je ne sais pas trop, en fait, certaines cérémonies, quoi. D'autre part, de voir le grand-père. Vous êtes sûr que le grand-père va vous accueillir ou bien il est fier de vous voir et tout. D'autre part, même à certains rendez-vous. Et si certains rendez-vous échouent, ne dites pas que c'est mauvais. C'est Dieu qui vous protège et tout. Je dis que, mais monsieur Simet, c'est comme s'il parle de moi. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Il sort alors la poudre à canon. Il commence à faire la publicité de la poudre à canon et tout. Et dit, les 5 premières personnes qui veulent ce produit, il va donner à tel prix. Moi, je suis là, je n'ai pas le temps de ça. Il dit que bon, ceux qui veulent juste le lécher gratuitement, ils vont juste lécher peut-être juste à 3 ou à 4 personnes. Bon, vous savez, les Camerounais aussi avec tout, vous voyez, tout ça là. Ils disent qu'ils donnaient les vertus de cette poudre à canon du genre, celui qui lèche cela, si vous partez à un rendez-vous et que le rendez-vous, c'est un très mauvais rendez-vous, ça va si la personne a des mauvaises pensées, la personne va vous repugner, la personne va vous chasser immédiatement. Immédiatement, vous serez ennemi, vous allez sentir comment la personne ne veut plus vous voir et tout. Si peut-être vous mangez la bouteille ou bien la lame de rasoir, vous pouvez manger ça sans problème, vous n'aurez pas de blessure. Je dis, qu'est-ce que le monsieur se raconte comme ça? C'est comme ça que j'étais parmi les personnes qui voulaient lécher la poudre. Je lèche la poudre, il me donne un verre cassable. Je dis, verre cassable. Je mange comme du biscuit. Je dis, waouh, c'est vraiment une puissance. À cet instant, je me sentais vraiment fort, sans vous mentir, très fort. Je dis, si ceci est vrai, ça veut dire que si j'arrive à mon rendez-vous et que mon rendez-vous ne marche pas comme prévu, ça veut dire que cette personne-là avait de mauvaises pensées. J'arrive directement où il y a le réseau. Quand on arrive directement où il y a le réseau, quand j'appelle le monsieur ne répond pas. On était déjà à l'entrée de Bafoussam. J'appelle le monsieur fatigué, il ne répond pas. Et après, j'appelle le monsieur me dit, on se donne rendez-vous demain, que j'étais trop en retard et tout. Bon, comme ma maison du village n'était pas trop loin de l'ouest, de Bafoussam, je descends sur un village voisin, je dors. Et je sais que bon, le matin à 5, on va se rencontrer. Le matin, il me fait comprendre que je ne l'appelle plus jamais. Jamais de la vie. Que je ne l'appelle plus jamais de la vie, que je supprime son numéro. Et qu'il ne comprend pas que les gens comme nous, on veut toujours montrer qu'on est fort, qu'on réfléchit trop et tout, que j'ai raté ma chance et tout. Je dis, tiens, ça c'est quoi? C'est quel genre de langage? Pourquoi il est fâché? Et tout. Je m'assois un instant, je dis, peut-être ça peut être la poudre à canon que j'ai léché hier qui est en train de faire tous ces effets-là et tout. Je dis, et si jamais c'était une mauvaise personne? Et si jamais on venait comme ça pour me vendre? Je commence à réfléchir. Du coup, je reprends mon ticket pour descendre sur Yaoundé. J'explique à ma tante me fait comprendre que quand je t'ai parlé, que les projets comme ça là, tu es qui jusqu'à ce qu'on te donne 3 projets? Tu es qui? Même si tu es quelqu'un, mais on ne se place pas comme ça pour donner 3 projets et tout. Il faut attendre, contente-toi de ce que Dieu te donne pour le moment. Ne cherche pas avec les gros yeux. Le reste, je comprends quoi. Donc en fait, pour vous sensibiliser, mes frères qui travaillent, mes frères qui ont fréquenté et tout,
Ce n'est pas parce que tu as fréquenté beaucoup que tu crois que c'est parce que tu crois que tu auras un grand travail ou bien tu auras des millions et tout et tout. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Et ne courons pas. Je pense qu'on ne doit pas courir. Ne courons pas. Parce que imagine un peu, c'est Dieu qui m'avait sauvé. C'est Dieu qui m'avait vraiment sauvé. Si c'est que je n'étais pas monté dans le car qui était en retard, c'est que je n'allais pas rencontrer cet homme. J'allais plutôt monter dans le premier car et j'allais arriver à l'heure. Et peut-être une autre chose devait se passer là-bas. Donc, je sensibilise vraiment la communauté d'IMG de faire très attention parce que le Dieu est mauvais. Ne courons pas après des choses et tout. Et vraiment, merci. Donc, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune sud-africaine au nom d'Aïsé. Aïsé, en fait, elle était d'abord en train de raconter son histoire traumatisante avec son ex. Au moment où elle racontait l'histoire, il était encore en prison. Ce texte-là avait voulu en finir avec sa vie quand elle avait décidé d'arrêter la relation extrêmement violente qu'ils avaient. Voilà alors que après avoir arrêté la relation et que la police ait mis le gars en prison, elle était tombée dans une dépression pas possible. Et elle dit que les violences physiques, en tout cas, elle raconte d'abord bien son histoire, là, je ne vais pas entrer dedans. Voilà alors que c'est sa mère qui est alors, pour essayer de la booster, pour qu'elle n'atteigne pas à sa vie ou bien pour qu'elle reprenne goût à la vie. Sa mère lui a dit, ma chérie, viens t'asseoir. Tu dis qu'il t'a fait, pardon, attends, tu n'as même rien subi. Attends que je te raconte l'histoire de ma grande sœur, ta tante que tu n'as pas connue là. Assieds-toi, je te raconte. Voilà alors la maman de Aïsé, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit qu'en fait, elle avait une grande sœur qui s'appelait Namdi. Dans leur famille, elles étaient enfants de la barrière. Leur papa était bien aisé là, ils avaient des boulangeries un peu partout. Les autres étaient un peu comme les distributeurs de pain et de brioches seulement et de trucs comme ça. Mais une des boulangeries, là-bas, on faisait vraiment des pâtisseries. Ils avaient même, les parents aimaient beaucoup celle-là en particulier parce qu'ils avaient aussi fait à côté une cafétéria. Donc, on servait aussi du café, thé, les jus, les trucs comme ça, près des pâtisseries qu'ils fabriquaient sur place. La plupart des jeunes du quartier de la zone là venaient. C'était justement la boulangerie qui était aussi dans leur quartier, où il y avait leur domicile. La plupart des jeunes se rencontraient là. Elle alors, avec sa grande sœur, avait l'habitude d'aller là-bas. Après les cours et tout ça, à la fac, elles passent par là. Un jour alors, on ne sait pas où c'était la destinée, où c'était la malchance, c'était quoi. Quand elles arrivent, il y avait un gars là présent, il s'appelait Ayanda. Et ce gars là, c'était le fils adultérin d'un voisin du quartier. Un voisin de la rue du quartier. Vous voyez, non? Ce gars là, il venait rarement. On ne peut pas dire, c'était un papa de la trentaine, un vieux père. C'était un vieux père. Et ce gars-là venait rarement, il passait rarement chez son père parce que la femme de son père ne le supportait même pas. C'était un peu comme lui rappeler tout le temps que son mari l'a trompé à un moment de leur vie. Donc, la femme du monsieur déjà ne le supportait même pas, il n'avait jamais supporté. Et en plus de ça, il était aussi on va dire quoi, un voyou. Il était un voyou. Et chaque fois qu'il apparaissait dans la maison de son père, tout le quartier savait d'ailleurs c'était pour venir demander de l'argent. Son père était aussi un homme d'affaires bien assis. Donc, il venait tout le temps seulement pour demander de l'argent pour différentes sortes d'idées de business qu'il venait de découvrir. Et puis après avoir bousillé l'argent, il revenait encore. Et son père, généralement, lui, de remettre même l'argent, c'était un peu pour le chasser même, parce qu'il mettait tout le monde mal à l'aise. On lui donnait seulement que oui, va. Va faire ton business, sachant qu'il allait revenir. Voilà alors qu'à la boulangerie, le Ayanda là est là. Et quand il a vu Namdi, il a collé derrière elle. Donc apparemment, la fille avait commencé à se développer. Vous voyez un peu les femmes sud-africaines là, bien formées là. La fille s'était développée entre-temps. Donc le gars est venu là, il a signé derrière elle comme la mouche suit les selles. Il signait derrière elle. Les parents de Namdi n'étaient pas trop dérangés parce qu'ils s'étaient dit que non, ce n'est même pas ni la taille, la couleur de la peau, le comportement. C'est un voyou, il fume, il boit, il est dehors derrière les femmes comme un chien, derrière un os, les trucs comme ça. Donc, pardon, elle ne va jamais l'accepter. Mais à la surprise générale, voilà, un jour, ils se rendent compte que Namdi commence déjà à répondre aux avances du gars. Ils se disent que peut-être c'est seulement
la puberté sur le tard. Peut-être c'est seulement la puberté sur le tard. En tout cas, on va laisser, ça va passer, ça va passer. Coup double, elle est enceinte. Et même quand elle était enceinte, sa petite soeur raconte que dans la maman d'Aïsé dit en fait que non, les parents s'étaient un peu fâchés, mais ils avaient seulement dit que, pardon, le style, s'il faut seulement faire avec intelligence, il n'y a pas de problème. On va élever l'enfant, après tu vas continuer l'école et tout ça, il n'y a pas de problème. Dans leurs équations, ils ne calculaient même pas le Ayandala, ils ne le calculaient même pas, parce qu'ils savaient que celui-là, c'était une peine perdue. Ils ne le calculaient même pas. Ils continuent à prendre soin de leur fille, disent à leur fille, non, il n'y a pas de problème, retourne à l'école. Et la fille avait recommencé. Elle se concentrait de plus en plus aussi au niveau de l'école. Sa vie spirituelle avait repris. Donc, elle avait un peu laissé la vie que le gars là lui avait un peu... le gars est en train de l'introduire, n'est-ce pas? Mais à la surprise, un jour, la fille a disparu. Et en disparaissant, elle avait pris une grosse somme d'argent dans la caisse d'urgence de la maison. Parce que le papa, là, il avait l'habitude d'avoir un peu d'argent dans la maison. Au cas où il y a un truc urgent comme ça, il prend ça avant de regarder de gauche à droite. Elle prend l'argent, elle part. Le monsieur avait bavardé. Il était mal allé voir le voisin. Le voisin a dit que, pardon, si tu m'avais dit que le gars là était en train de tourner autour de ta fille, je t'aurais dit même d'enchaîner ta fille là dans une chambre tant qu'il est dans les parages. Parce que le gars, si, et de fermer même les fenêtres, parce que même à travers la fenêtre, le gars, si pouvait enceinte tes filles. Il a commis tellement de dégâts. Est-ce que moi, je savais qu'il était alors après tes filles? Maintenant qu'elle est enceinte, tu viens alors me dire, et après elle a fui de la maison. Tu ne m'as rien dit. Voilà le papa qui dit qu'il n'y a pas de problème. Lui, il rentre. Un jour, le papa du dit Ayandala vient seulement, donc il vient un peu, il essaye, comme un papa, il essaye d'arranger que, ouais, pardon, même si c'est que mon fils, au moins, je sais que j'ai un petit enfant, que c'est un petit fils, une petite fille ici, un petit fils ou une petite fille, pardon, calmez votre cœur. Celui-là, moi-même, je vous dis, laissez celui-là, ne pensez même pas à lui. Mais moi, je suis avec vous, je vais vous aider. On va prendre soin de l'enfant là, ensemble. Et c'est comme ça qu'ils avaient continué. Ils s'étaient dit que bon, on va seulement... Et donc, le père de Ayanda, lui, il guettait seulement, il connaissait un peu les endroits de son fils. Donc, il envoyait seulement que, pardon, si vous entendez dire qu'il est par ici. Parce qu'eux, ils calculaient seulement la fille. Un jour... La femme, la petite soeur dit qu'un jour, on cogne à la porte. Qui arrive, c'est sa grande soeur, Namdi. Elle était complètement méconnaissable. Ils ont même eu peur. Que peut-être elle a même ramassé les 4 lettres ou quelque chose. Ils sont allés faire les tests sur elle et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait vécu la misère. Donc, elle était allée avec l'argent là. Le gars avait seulement porté l'argent. Il avait disparu. Il l'avait laissé dans un endroit où il avait loué. Le gars avait disparu. C'était les voisins qui l'avaient nourri pendant un certain temps. Finalement, quand il est venu, il avait seulement dit que pardon, pas voir tes parents. C'est quoi? Tu ne sais pas quand tu me coûtes l'eau, les trucs, tu sais que je loue l'endroit, c'est comment et tout ça. Elle était comme ça levée. Elle ne ressemblait plus à rien. Ils sont allés faire les tests, elle n'avait rien, ils ont pris soin d'elle. Et au niveau de l'hôpital, on disait malnutrition. Elle était même... En tout cas, ils ont commencé à l'aider au niveau de l'hôpital. Les parents aussi, alors, étaient allés voir ils appellent encore ça quoi là? Une Inyanga. Les Inyangas, ce sont les tradis praticiens, en fait, les gens qui utilisent les herbes pour soigner. Donc, pourquoi on essaye de booster la fille? C'est alors l'Inyanga qui, pendant qu'elle était en train de prendre soin de la fille, qui se rend compte que non, la fille, s'il y a un problème. Parce que je sens, quand je veux soigner quelqu'un, je sens les organes sont malades, je sens les trucs. Mais il y a quelque chose d'autre sur votre fille ici. Allez un peu voir un sangoma, donc un gangao comme si ceux qui ont le don de voyance, dont les prophètes africains. Allez voir un. Parce que moi, je sais qu'il y a un problème, mais je n'arrive pas à voir. Allez voir un sangoma. Après avoir vu le sangoma, la famille, le sangoma dit alors que non, votre fille, en fait, elle a été envoûtée. Mais le problème, c'est que quand elle était tombée enceinte du gars là, et elle était retournée à la maison là, elle était vraiment en train de se détacher de lui. Elle avait compris que non, parce qu'il ne voulait même pas prendre soin d'elle. Elle avait compris que c'était juste un chien vagabond comme ça. Mais lui, le gars, lui, calculait. Donc, il prend l'argent sur son père, il prend aussi chez vous. Il avait alors ensorcelé la fille. Il avait alors donné le tobassi à la fille. Mais ce qui est dangereux et inhumain, il lui a donné ça pendant qu'elle était enceinte. Pour qu'elle retourne vers lui et qu'elle fasse tout ce qu'il veut. Il lui a donné ça, elle est enceinte. Ce qu'il y a là, c'est que sa grossesse est tellement avancée. Je ne peux pas lui donner
quelque chose maintenant pour couper. On ne peut pas supporter les rites là. L'enfant, elle risque de mourir si je fais les rites là sur elle maintenant. Je ne peux pas. Il faut qu'elle accouche. Et même s'il y a des médicaments, parce qu'ils avaient aussi demandé à Linyanga, Linyanga avait dit que non. Il y a même des médicaments que je peux donner, mais le problème c'est que je ne connais pas quels seront les effets sur l'enfant. Ça peut provoquer beaucoup de trucs sur l'enfant. Elle peut mourir et tout ça. Non, on attend d'abord, elle accouche et puis après on va faire les rites. Finalement, il paraît qu'ils avaient pris la fille, ils étaient allés dans le village du père, et on dit qu'on l'avait emprisonnée dans la maison, elle était devenue folle. Et la fille avait accouché en état de folie complète parce qu'elle voulait aller voir le gars, tellement elle était possédée. Elle voulait aller voir le gars tellement elle était possédée. Finalement, quand elle accouche alors, il paraît qu'elle avait allaité l'enfant seulement quelques semaines et elle est décédée. Elle n'avait pas pu supporter le traitement. Elle n'avait pas pu supporter le traitement. Mais le Sangoma et Linyanga avaient dit qu'en fait, c'était vraiment... Ce que le gars avait fait, c'était extrêmement méchant parce que normalement, on n'ensorcelle pas... Non, pas ensorceler. On ne donne pas le toba si on n'envoûte pas, on ne donne pas le charme à une femme qui est enceinte. C'est extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'on ne l'aime ni elle ni même l'enfant. Donc voilà que sa soeur avait décédé et l'enfant qu'elle avait accouché avait été élevé par les deux familles. Apparemment, elle dit que sa mère dit qu'après là, il n'avait plus jamais vu le gars. Et même ses parents, bon. Son père, au moins, son père avait dit que franchement, il n'avait plus jamais vu. Il n'avait plus jamais entendu parler de son fils. Il ne sait pas s'il est mort quelque part, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, c'est bon débarras pour lui parce qu'il a enfin la paix. Il ne l'a jamais plus vu. Il ne l'a plus jamais plus vu. Donc la famille, dites ce que vous pensez en commentaire. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Commentez, likez, partagez. Salutations à toute la grande communauté DMG. Ce concept interplanétaire qui nous enseigne, qui nous renseigne et qui nous sort des pièges du diable. Je vais vous conter l'histoire d'une jeune dame d'environ 25 ans que j'ai reçue il y a de cela 2 ans. Alors la jeune fille est quittée du village alors qu'elle était couturière. Ses parents ont refusé qu'elle aille en ville chez sa sœur, dont l'on l'accusait de se prostituer en ville pour vivre. Elle a choisi d'aller en ville. Et arrivée en ville, elle a continué sur les pas de sa sœur, c'est-à-dire se prostituer. Alors, dans sa prostitution, elle tombe sur un gros gibier, un professeur d'université, de qui elle a appris beaucoup de choses dans le domaine du sexe, à faire ce que les gens vont appeler fellation ou cunnilingus, c'est-à-dire se lécher les parties intimes. Elle a découvert les fantasmes du sexe et autres. Et elle était tellement contente de ce professeur qui farotait à temps et à contre-temps. Alors elle pensait dans son fond intérieur à marier ce monsieur. Mais ce dernier lui avait déjà dit qu'il était marié et lui a même fait part de ses photos avec sa femme. Et il disait à cette fille: je ne peux pas t'épouser parce que ma femme ne le permettra pas du tout. Alors, comme aujourd'hui tout le monde a l'Android, comme tout le monde va à WhatsApp, comme tout le monde va à Facebook, c'est là alors qu'elle a découvert les grands marabouts de l'Afrique de l'Ouest qui proposaient faire des charmes et des envoûtements pour ceux qui le désiraient. Alors elle s'est lancée. Ils sont passés de Facebook à WhatsApp et c'est là où elle a fait part de son désir d'épouser absolument le professeur de l'université parce que c'était un monsieur doux, gentil, qui finançait, un monsieur complet. Alors le marabout a demandé la photo du monsieur
la photo de la dame du monsieur et la photo de la fille elle-même. Ce qui était facile, elle est allée chercher les photos sur Facebook et sur WhatsApp et elle est allée donner au monsieur avec le montant et tout ce que le monsieur a demandé. Quelque temps après, le monsieur revient vers elle et lui dit l'unique possibilité d'épouser ce monsieur, c'est de tuer cette femme qui est à l'intérieur de la maison, tout simplement parce qu'elle et son mari, ils sont dans des choses compliquées. Et ce n'est pas facile. Si tu arrives là, si on parvient même à faire les médicaments, tu ne feras pas 2 jours. Ok. La fille est d'abord au départ d'accord qu'il faut éliminer la femme du monsieur pour qu'elle puisse épouser le monsieur. On lui a demandé d'ajouter de l'argent et certaines choses. Ce qu'elle a fait. Lorsque ces grands marabouts du vaudou sont revenus vers elle, ils ont signalé à cette femme que leurs fétiches ont été frappés lorsqu'ils ont dit qu'il fallait tuer la femme du monsieur pour que celle-ci entre. Et que maintenant leurs fétiches réclament du sang. Et que ce sang, c'est elle-même que les fétiches réclament. Et qu'elle s'apprête que dans 7 jours, elle va mourir. C'est alors que la fille, paniquant, a dit à sa maman à la maison, voilà ce qui s'est passé. Sa maman l'a conduit chez le premier marabout. Lorsque le premier marabout a fait la consultation, il a pris de l'argent, il a commencé à faire le travail. Ces statuettes se sont brisées. Le marabout s'est lavé les mains et a dit, cela est au-dessus de moi. Second jour, chez le second marabout, même phénomène. Le marabout s'est lavé les mains et a dit, cela est au-dessus de moi. Alors la sœur a donc dit, non, tu ne peux pas venir mourir chez moi, tu vas assumer ce que tu es allé chercher. Moi, je vais arranger tes choses et tu vas retourner au village. Parce que si tu meurs ici en ville, cela va me coûter cher. J'ai fait ce que je pouvais faire et je ne peux plus rien. Elle a mis sa sœur en route. Nous sommes le 3e jour et sa sœur arrive donc au village. Et en ce moment, je travaillais dans ce village. Sa maman et sa grande sœur étaient dans mon assemblée. Et alors qu'ils sont venus nous supplier pour que l'on puisse faire quelque chose. Alors c'est là où on a fait venir la fille et elle nous a conté son histoire. En passant, je rappelle que depuis le jour qu'on lui a dit que dans 7 jours tu vas mourir, alors cette fille la nuit recevait la visite des esprits et autres. Elle ne dormait plus. On venait lui dire -1, il manque tel nombre de... Ça fait -1 jour, ça fait -2 jours, ça fait -3 jours, etc. Et que quoi que tu fasses, tu vas mourir. Aucun marabout ne peut nous arrêter, personne ne peut nous arrêter. C'est alors qu'on s'est mis à prier, à travailler avec la fille. Vous savez, automatiquement, on devrait casser et brûler les plus. On devait formater le téléphone et autres pour effacer les traces. Mais jusqu'à là, même quand la fille éteignait le téléphone, elle recevait des appels, elle recevait des messages qui apparaissaient à l'écran comme si le téléphone était allumé et autres. C'est là alors où nous avons engagé le combat. Engagé le combat pour le reste du jour qui était là. Et le dernier jour donc, ces gens-là sont venus encore plus que nombreux dans le but d'amener la fille. Mais étant donné que par la prière, on avait été les plus forts et on les a vaincus, ils sont partis et ils n'étaient plus encore revenus. Et après une semaine, la fille a recommencé à dormir, à retrouver une vie normale. Je voudrais m'arrêter ici pour dire à nos sœurs, le gros cœur ne sert absolument à rien. Tu es d'abord une fille illettrée. Tu es une fille qui n'a même pas de CEP. Mais tu veux épouser un professeur d'université qui est marié aussi à l'autre professeur d'université. De surcroît, tu veux éliminer la femme
pour prendre place. Vraiment, le gros cœur ne sert absolument à rien. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens vont critiquer. Sachez que si vous cherchez un homme, cherchez aussi un homme qui est à votre niveau. Le mariage ne se résout pas seulement au sexe. Le mariage ne se résout pas au sexe. Que vous soyez d'accord ou pas, sachez-le qu'aujourd'hui, les professeurs vont épouser les professeurs. Les menuisiers, les maçons, les maçons. Les ménagères vont épouser les ménagers et autres. Évitons d'avoir le gros cœur. Évitons d'avoir le gros cœur. Si tu es ménager, va chercher un ménager. Tu épouses. Donc croyons plus, chers sœurs, cessez de croire que le sexe vous donne l'avantage. Ça ne vous donne aucun avantage. Aujourd'hui, les uns et les autres sont conscients. La beauté, on ne mange pas. Il faut être qualifié aujourd'hui. Les professeurs dans les écoles épousent les autres professeurs, les enseignants, les infirmiers, les médecins. Si ton niveau est bas, il faut aller voir ceux qui connaissent les benskins ou les petits bricoleurs de quartier. Évitons d'avoir le gros cœur, ça ne sert à rien. Et sachons que si nous pensons que nous allons renverser toujours les autres pour nous installer, nous, on ne réussira jamais. Commentez, likez, partagez. Merci. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon. C'était un lycéen. Il était dans la classe de seconde. Là, il venait d'avoir son BPC. Donc, la maman de ce jeune garçon-là, elle était vraiment religieuse. Elle priait beaucoup. C'était des mamans qui étaient assidus à la prière, aux réunions, au culte, aux réunions, tout ça. Donc vraiment, il priait beaucoup. Et donc ce jour-là, le garçon, il allait à l'école à midi, la seconde. Il rencontre un monsieur. Donc il aperçoit une voiture. Une très grande voiture. Elle pouvait être une V8. Une grande voiture. Donc c'est comme ça que le garçon, la voiture s'arrête. Une voiture noire, fumée. Le monsieur descend la vitre. Il salue le petit. Ah bonjour mon fils, bonjour. Je suis pasteur, je cherche une église de réveil. Bah, excusez-moi, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans les écrits de réveil. C'est pas pour mal parler des écrits de réveil, mais j'explique l'histoire telle que je l'ai entendue. Donc c'est comme ça que le pasteur dit, je cherche telle église, je vais taire le nom de l'église. Et là, le petit garçon qui dit, l'église est non loin de mon école, et je vais aussi à l'école, et c'est sur le chemin de mon école. Donc il essaie d'expliquer et tout, et le pasteur qui dit, écoute, au lieu que tu expliques, et il y a aussi un grand soleil, donc c'est mieux que tu montes ta porte, et nous allons te déposer à l'école, comme ça tu vas nous indiquer le chemin. C'est comme ça que le petit garçon monte aussi dans la voiture. PMG, quand il monte, il ouvre la portière du derrière pour monter. Quand il l'ouvre pour monter, on le pointe l'arme. Donc, il était obligé de faire monter encore son deuxième pied. Il s'est installé. Il s'avère qu'on avait déjà attrapé 4 garçons de son âge comme lui. Donc, ils ont refermé la portière, ils ont roulé. Ils ne sont plus partis sur le chemin de l'école. Ils ont changé de direction. Ils ont conduit. Donc, dans la voiture, ils voient que les autres petits garçons qu'on avait déjà attrapés étaient cagoulés. Donc, on ne pouvait pas voir leur visage. Donc, la voiture a roulé. Ils les ont menés loin. Très loin. Par rapport au chemin, le garçon s'est rendu compte que c'était un long trajet, un long voyage. Donc, on les a menés très loin. Et quand ils arrivent, ils étaient arrivés la nuit. La nuit les a même surpris au chemin, tellement le chemin était loin. Quand il arrive, il entendait juste, on a ouvert le portail, un portail mais qu'il ne pouvait pas voir. Lui aussi, on l'avait cagoulé le visage, donc il ne pouvait pas voir même l'endroit où on les avait emmenés. C'est comme ça qu'ils sont rentrés, on les a mis dans une sorte de salle et ils sont restés là.
Donc, quand la journée est finie, la maman a cherché son enfant, on cherchait rien. La famille a commencé à paniquer, à passer les informations par-ci, par-là. L'enfant ne se fait pas voir, il est parti où et tous les amis. Mais c'était sans succès. Et c'est comme ça que la maman est allée le lendemain à la police déposer la plainte comme quoi l'enfant a disparu. Après 3 jours, on a commencé à chercher. Après une semaine, ils se sont dit certainement qu'il est mort. Ils ont commencé à faire la veille à la maison. Et que l'enfant était porté disparu. Donc après les 1 semaine là, ils ne mangeaient pas. On les donnait que de l'eau. Donc ils étaient affaiblis, fatigués. Et le jour qui suivait, on venait les prendre un à un. On a pris le premier. On l'a mis dans une sorte de chambre. Ils ne pouvaient même pas voir la chambre. Donc, ils ont entendu juste au loin. Aïe! Quelqu'un qui criait. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour encore, on vient prendre le second. Il arrive, ceux qui restaient, on entend juste les cris. Aïe! Comme des cris de pleurs. Voilà. Donc, ainsi de suite. Le 3e jour, on est venu prendre le 3e jusqu'au 4e. Donc, c'est comme ça que quand le tour de ce jeune garçon est arrivé, quand il rentre, on prend la machette, on les coupe les têtes à l'intérieur pour faire des rituels, des sacrifices et tout. Donc, quand on les coupé les têtes et on lui enlevait les organes et tout, c'est là où son tour, quand il est arrivé, on le met là pour couper la tête. C'est là où la personne qui coupe là, qui dit « Merde, où vous avez trouvé celui-ci ? Merde. Allez-y le remettre là où vous l'avez trouvé. Allez le remettre, celui-ci, c'est un intouchable. Il est intouchable, ce genre d'enfant-ci. Allez le rendre. » Donc, c'est comme ça qu'on avait encore pris, attaché. Ils l'ont remis dans la voiture. Ils sont allés. Donc, pendant ce temps, sa maman intercédait pour son enfant. Donc, malgré qu'on avait mis les chapiteaux à la maison, on a commencé à faire la veille. Elle se disait intérieurement, mon fils ne peut pas mourir. Seigneur, mon fils ne peut pas mourir. Moi, je ne fais pas de mal aux gens. Je ne peux pas accepter que tu m'enlèves mon enfant comme ça, seulement du jour au lendemain. Donc, la maman se mettait à prier. Elle partait à la grotte. Elle priait à Saint-Pierre. Je vous précise, l'église, la maman était catholique, elle priait à Saint-Pierre. Donc, elle jeûnait, elle priait, elle se joignait aux frères de l'église et aux sœurs. Donc, ils ont fait une chaîne de prière. C'est bien que la voix de Dieu a été plus forte que tout. Donc, la confusion a été là où on a emmené ce garçon-là. Ils ont repris le garçon. C'est comme ça qu'ils ont repris le garçon. Ils l'ont mis dans la voiture. En route, on est venu le jeter vers... je connais pas trop bien le quartier. On l'a jeté quelque part là, c'était aussi loin. On l'a jeté là. Et après, c'est une voiture de patrouille qui faisait la patrouille, qui a vu le petit fatigué et tout. On l'a pris, les policiers l'ont emmené au poste de police. Et après, les policiers ont encore passé le communiqué que nous avons ramassé un petit de tel âge, à telle heure. Bon, pour ceux qui ont perdu, vous pouvez se rendre au poste de police pour identifier si c'est vraiment votre enfant ou comment. Donc, c'est comme ça qu'on l'a ramené à la vie. La maman, elle est venue, elle a obtenu le témoignage. Elle a rendu témoignage à l'église. Elle a dit, si c'est pas Dieu, vraiment Dieu est vrai, Dieu est vivant, il n'est pas mort. Si c'était pas la prière, cet enfant ne serait jamais revenu. C'était ça mon histoire DMG. Bonne journée à vous et bisous à toute la communauté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté votre histoire, numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.